bonjour à tous, merci d'être là. Donc simplement accueillir les personnes aussi qui nous rejoignent sur la table ronde, je les présenterai ensuite. Donc simplement, en effet, comme ils viennent de bien l'évoquer, le local c'est quand même très très tendance en ce moment. Hors bio, tout le monde s'en saisit, dans la distribution tout le monde s'en saisit. On parle que de local, on en parle partout, on met à toutes les sources. Donc l'idée était justement de creuser cette thématique et de voir justement quelle était la définition qu'on pouvait donner au local. Qu'est-ce que le local, déjà pour commencer, c'est pour ça que nous avons invité autour de cette table, donc je vais reprendre les noms, Carole Chazoud, enseignante-chercheur en sociologie des Arabes. Et merci d'être là. Et Yana Islambo, donc coordinatrice du réseau La Ruche qui dit oui, donc la région sud-est. Donc premièrement, pour planter un peu le décor et réfléchir un peu et les définitions locales, comment on les définit au niveau de la recherche, comment on les définit au niveau même du mouvement qui se monte justement autour du local, pour après retravailler, réélargir par rapport à nos métiers, la transformation, la distribution, comment on peut travailler en local et comment on communique ensuite, ce qui sera la dernière partie de cette intervention. Donc, pour commencer, donc on va commencer avec la partie traiter qu'est ce mouvement locavore, comme on l'appelle, ses origines, la définition et donc sa définition avec l'intervention de Carole, à qui je vais laisser la parole. Bon, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Super. Alors moi, comme on l'a dit, je suis enseignant-chercheur à l'ISARA. Ça fait plusieurs années que je travaille sur les questions des circuits courts. Et en fait, il y a 2 ans, on a terminé un projet de recherche qui était financé par la région sur les consommateurs bio et le local. Enfin, c'était une partie du projet de recherche. La totalité du projet portait sur la structuration des filières locales en bio. Voilà. Et donc dans ce projet, moi je me suis plus spécifiquement occupée de la question des consommateurs. Et c'est un peu de tout ça dont on va parler, dont je vais vous parler maintenant en fait. Donc pour reprendre un petit peu ce qui a été dit, au niveau de mon intervention, je vais essayer de faire en 3 parties. Une petite partie où vraiment on va discuter de ce mouvement, enfin où je vais présenter un petit peu ce mouvement locavore. Une deuxième où je vais justement reprendre un petit peu les résultats de mon enquête. Et une troisième où je vais faire une petite ouverture sur comment structurer aujourd'hui des filières de distribution pour aller vers de l'achat local, plus d'achat local par les consommateurs. Donc le mouvement locavore, en fait, il est né il y a à peu près une trentaine d'années aux États-Unis, mais il s'est vraiment structuré au milieu des années 2000 autour des questions finalement de food miles. L'essence de ce mouvement, c'était quelque chose c'était des consommateurs en fait qui souhaitaient construire une alternative au modèle dominant américain. Donc ça, c'est des choses auxquelles on est habitué maintenant aussi en France, mais qui souhaitaient vraiment très fortement construire cette alternative en protégeant d'une part l'environnement, avec une envie de polluer moins, vraiment, et de se rapprocher du lieu de production. Donc ce mouvement, aujourd'hui, il est toujours très actif aux États-Unis. Rien qu'à New York, il y a plus de 500 personnes qui sont chaque semaine, qui vont chercher un panier. Ça ressemble un peu à ce qui se passe chez nous au niveau des AMAP, qui vont chercher un panier préparé par un producteur local. Donc vraiment, cette question, finalement, quand on pose la question de ce qu'est le local, on est vraiment ici sur une définition qui relève d'une distance géographique. Le local, ça va se définir par une distance géographique, et cette distance géographique, dans le mouvement locavore, à peu près, c'est 160 km. Donc ça, c'est vraiment pour les États-Unis. En France, ce développement du local, il est allé de pair avec le développement des circuits courts. Donc là, on était aussi, c'est parti d'un groupe de consommateurs, un peu de la même façon, très engagés, qui souhaitaient construire cette alternative au mouvement, au système dominant de distribution et se rapprocher, retrouver du sens, recréer des liens de proximité avec sa nourriture, mais aussi avec les gens qui produisaient cette nourriture. Donc ça s'est passé au début des années 2000, c'est vraiment, on est dans les mêmes temporalités, avec cette émergence, ce développement des circuits courts, des consommateurs qui souhaitaient se réapproprier les choses. Donc là où c'est intéressant, c'est que finalement, dans les motivations, on avait beaucoup des motivations aussi liées à l'éthique. Tout ce qui était soutien à l'agriculture, ça c'est toujours vrai, soutien à l'agriculture locale, proximité, lien avec le producteur,
Et cette question aussi de retrouver des saveurs, puisque dans un peu la critique qui est faite par les consommateurs au système conventionnel, c'est que les produits ont plus de goût, qui sont complètement déculturés. En fait, il n'y a plus de culture autour de ce produit, c'est juste un objet qui sert à s'alimenter. Donc là, c'était un petit peu retrouver tout ça. Et ça, c'est vraiment resté, et c'est intéressant parce que quand on voit dans l'enquête Ipsos là, qui a été faite récemment, je ne sais pas si vous l'avez trouvé sur Internet, il y a une enquête Ipsos qui a été faite, on retrouve à peu près les mêmes résultats que nous on avait eu dans l'étude qu'on avait conduite il y a 2 ans, sur vraiment le local comme élément de réassurance. Ça, c'est quelque chose aussi qui arrive en premier. Il y a eu de nombreuses crises, et pour le consommateur, quand un produit est local, c'est un produit sûr. On est sûr de sa qualité, on est sûr de ce qu'il amène, on est sûr qu'on ne va pas s'empoisonner avec, et on est sûr de recréer du lien. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis finalement, ce qui ressort aussi, c'est que cette tendance pour le local, elle ne fait que s'accélérer. Ça, on le voit dans l'étude Ipsos, par rapport à même à ce que nous, on avait déjà présenté. L'intérêt pour le local, ça va en grandissant. De plus en plus, ça va chercher de nombreux consommateurs. On est parti d'un groupement de consommateurs engagés autour des circuits courts, et aujourd'hui, de plus en plus, ça s'ouvre, ça s'élargit, et on le voit d'ailleurs à travers un indice, si on peut dire, ou un indicateur, qui est le fait que les grandes surfaces aujourd'hui, eh bien, elles se mettent à développer des stratégies, si on peut dire, et des filières locales, et à mettre en avant du local pour les consommateurs. Donc c'est vraiment une envie de se reconnecter à l'agriculture, de se reconnecter à ses savoirs, à ses savoir-faire, et finalement aussi c'est vécu par les consommateurs comme un retour à la nature. Donc ça, c'est vraiment sorti de l'enquête Ipsos comme un truc important. Voilà, donc ce qu'on voit au final, c'est que depuis 10 ans, le local s'est séparé de nombreuses vertus. C'est finalement apparu comme un cercle vertueux, tout ce qui est local est bon. Et on ne se pose pas tellement la question de savoir vraiment ce que c'est que ce local. On l'a vu, mais pour les consommateurs, c'est vraiment tout ce qui est local est bon. Et là où c'est intéressant, enfin ce qui est intéressant à mon avis de comprendre aussi, c'est que finalement on a eu un basculement. Dans les années 90, c'était le bio qui avait cette figure-là d'objets alternatifs par rapport au système conventionnel. Et puis le bio a basculé dans un mouvement qu'on a appelé en recherche la conventionnalisation. C'est le moment où le bio est devenu et est rentré dans les grandes surfaces de plus en plus. Donc certes, ça a développé le marché, ça a permis d'aller chercher des nouveaux consommateurs, c'est ce qu'on voit très bien dans l'étude dont je vais vous parler tout à l'heure, mais en même temps, pour les consommateurs extrêmement militants, pour les consommateurs très engagés, ça a été lié à une perte de sens du mouvement bio, et du coup, ce mouvement a un peu été disqualifié. Par contre, le local, lui, a été requalifié. Donc on a eu un basculement comme ça de ces consommateurs très engagés. Pour le local, c'est ce qu'on voit avec les AMAP, très typiquement, on voit ça au niveau des AMAP, qui sont allés chercher des consommateurs engagés qui avant seraient rentrés dans le bio. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Alors, oui. Par contre, ce qu'on voit au niveau des marchés, par contre ça c'est intéressant, en 2010 on avait des études qui disaient à peu près les circuits courts, parce que du coup en France, l'achat local ça passe beaucoup par les circuits courts, ça a été aussi montré par l'enquête Ipsos. Les circuits courts, c'est 3% du marché. Alors on peut espérer un développement autour de 10-20%, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur quid au-delà des circuits courts, et est-ce qu'on peut trouver un autre modèle finalement entre les circuits courts et entre la grande distribution qui est en train de s'emparer d'une tendance, et en s'emparant de cette tendance qui peut amener finalement le même mouvement que celui qui a été avec le bio, c'est-à-dire un mouvement d'industrialisation, quelque part de conventionnalisation du local, qui disqualifierait aussi ce local-là. Et comment articuler finalement aujourd'hui le bio et le local? Donc si vous voulez, dans ce contexte, c'était l'enquête qu'on a conduite nous à l'ISARA. Donc cette enquête, c'était une enquête qu'on a réalisée auprès de 900 consommateurs. Donc on était à la fois dans la ville de Lyon, on a fait 600 consommateurs dans la ville de Lyon et 300 consommateurs à l'extérieur, autour de Lyon, pour voir un petit peu les différences de structuration quand on a accès très facilement à des circuits courts et de proximité, puis quand on a accès un peu moins facilement, quand c'est un petit peu plus différent. Donc du coup, cette enquête, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait à peu près la moitié des questionnaires qui ont été passés dans de la grande distribution,
Hein, on était chez Carrefour et chez Auchan, dans les rayons bio, puisque c'est les deux anciennes enseignes dans lesquelles il y a le plus de bio finalement. Donc on s'est installé dans les rayons bio, on a négocié pas mal avec Carrefour et Auchan pour y arriver, mais on a réussi. Et les autres, on était soit dans des Biocoop, donc des magasins spécialisés, on a fait Biocoop, La Vie Claire, qu'est-ce qu'on a fait d'autre, l'eau vive, c'est ça, enfin, ouais, voilà. Donc on a fait à la fois des petites structures et plus à la périphérie de Lyon des grandes structures, ça veut dire des grands magasins de bio comme ça spécialisés. Et puis on avait toute une partie circuit court, donc là on avait des paniers avec des AMAP, on est allé sur des marchés bio locaux, on est allé dans des magasins collectifs dans lesquels il y avait du bio et du non bio, et puis qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme circuit court, je crois que c'est à peu près tout. Donc on avait à peu près 25% entre circuits de proximité et magasins spécialisés. Et on s'est rendu compte finalement dans cette enquête, il y a une chose qui est ressortie très fortement, c'est que les consommateurs, quand on leur demande ce qu'ils pensent du bio, ce qu'ils pensent du local, ils ont à peu près tous les mêmes représentations. Ils vous disent tous à peu près la même chose. Peu importe leur pratique, peu importe les endroits où ils achètent du bio, ils vont tous vous dire que le bio c'est bon pour la santé, qu'ils en achètent 10% de leur budget ou 90% de leur budget. Ils vont tous à peu près vous dire la même chose, c'est quelque chose qui a été intégré finalement, qui a été appris. Les gens qui achètent du bio en tout cas ont ces idées-là à peu près. Ensuite, par contre, là où c'est très intéressant, c'est que dès qu'on commence à regarder comment ça se répartit entre les gens qui achètent beaucoup de bio, les gens qui en achètent moins, on voit que finalement la grande distribution va plutôt récupérer des consommateurs qui sont extrêmes, qui sont des consommateurs occasionnels ou intermittents, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 50% de leur budget. Ensuite, les magasins spécialisés, eux, vont plutôt avoir des gros consommateurs. Mais bon, ça c'était dans notre échantillon et c'était pas un échantillon représentatif, hein, je vous le dis, mais c'était quand même 900 personnes, donc ça commence à faire du monde, mais c'était pas un échantillon représentatif cependant. Et ensuite, on a toute une partie au milieu, là, entre les magasins spécialisés, les circuits de proximité, excusez-moi, où ça commence à augmenter vraiment en puissance. Et on a des choses qui ressortent très fortement entre les gens qui sont en AMAP, dans ces circuits de proximité, et les autres. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que cette question de la consommation engagée, elle est aujourd'hui très forte avec les gens qui sont en AMAP. C'est quelque chose qui reste, qui est présent. Donc ces gens qui sont en AMAP, eux, vont d'abord rentrer dans la consommation bio par le local. C'est-à-dire que le choix local va être le plus important pour eux. Et ce qu'ils mettent derrière le local, c'est assez étonnant, c'est vraiment des valeurs éthiques. C'est d'abord le soutien à l'agriculture locale, pour eux c'est très fort. Et ensuite, c'est la question de l'impact carbone et de réduire son empreinte carbone. Puis vient après les questions de proximité avec le producteur. Et ensuite, simplement, les questions de fraîcheur et de goût. C'est complètement, c'est un petit peu différent dans d'autres, parce que aussi d'autres groupes vont choisir plutôt du bio local. C'est le groupe, par exemple, vous voyez, parce qu'on avait une question, on leur disait, est-ce que vous préférez du bio si vous avez le choix? Est-ce que vous achetez du bio local ou du local? Donc les Amapiens disaient du local, les gens qui étaient plutôt en circuit spécialisé disaient du bio local, et les gens qui étaient en GMS disaient du bio. Et au milieu de tout ça, on essayait après de leur demander qu'est-ce qu'ils mettaient, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ce choix. Et c'était intéressant parce que parmi ceux qui disaient donc du bio local, donc ceux qui étaient plutôt en magasin spécialisé, on avait beaucoup de choses qui ressortaient comme motivation, évidemment des motivations éthiques, mais aussi des motivations liées à la fraîcheur, liées au goût, et aussi des motivations liées à la santé. Donc finalement, on voit que pour ces consommateurs-là, qui ne sont pas du tout les plus nombreux dans notre échantillon, on a une espèce de package complet où on a tout un tas de choses qui sont intégrées. Et puis pour les gens qui sont en grande surface, qui sont quand même les plus nombreux dans notre échantillon, bon, c'était aussi normal, hein, c'est là qu'on a fait le plus de questionnaires, mais on voit quand même qu'il y a une vraie demande, hein, qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent des produits bio en GMS. Là, la question du local, elle passait beaucoup aussi par la santé, évidemment, mais il y avait toujours la question éthique, elle arrivait aussi, mais il y avait toujours la question du prix un peu qui arrivait comme une limitation. Il ne fallait pas que ce soit trop cher, parce que c'est des gens qui n'ont pas une stratégie globale d'alimentation. C'est des gens qui vont avoir une stratégie de substitution, en fait. Donc, ils vont substituer certains produits
à ce qu'ils achètent en conventionnel habituellement. Ils vont prendre des œufs bio ou ils vont prendre d'autres produits en pensant que c'est meilleur pour leur santé ou que ça peut aider des agriculteurs locaux. Ils ne savent pas trop d'ailleurs si c'est local, si c'est pas local. Ils ne se posent pas forcément la question. Mais c'est pas une stratégie globale. Donc du coup, le prix ne doit pas être trop élevé. Tandis que les gens qui ont une stratégie plus pensée, qui vont avoir finalement, qui vont réduire leur consommation de viande, etc., se posent pas la question du prix parce qu'au final, leur budget n'est pas beaucoup plus élevé dans la globalité du budget parce qu'ils ont pratiquement tout transformé, tout changé. Donc on voit bien qu'il y a cette question des consommateurs, certes, ils veulent du local, certes, ils sont intéressés par le local, certes, ils disent que le local, c'est génial, mais quand ils sont dans les rayons de leur supermarché, ils achètent ce qu'ils trouvent. Donc il y a cette question des consommateurs qui sont captifs finalement des circuits de distribution dans lesquels ils sont. Et du coup, nous, ça nous a interrogés pour la nouvelle, si on peut dire, recherche qu'on est en train de conduire en ce moment à l'ISARA, qui a été celle de se dire, finalement, ces consommateurs, comment est-ce qu'ils peuvent accéder à une offre alternative qui les intéresse, qu'ils recherchent, qui soit pas simplement capté par la grande distribution, mais qui donne aussi, qui puisse trouver aussi finalement dans des circuits qui sont entre les circuits courts et entre les circuits longs. Et cette idée d'être entre les circuits courts et les circuits longs, ça nous est venu de recherches qu'on a conduites aussi dans ce projet de recherche, plus sur la partie des filières locales. Parce qu'en conduisant cette recherche, on s'est rendu compte qu'on avait finalement beaucoup d'entreprises agroalimentaires aujourd'hui qui adoptaient des stratégies de réancrage territorial, notamment par rapport à leur approvisionnement. Et cette stratégie de réancrage territorial, on voit bien qu'elle rencontre le consommateur, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu pour le consommateur, c'est plus l'origine, comme ça a pu l'être à une époque en France, où l'origine, la patrimonialisation avec les AOC, c'était important, ça reste important, mais c'est savoir d'où vient le produit qu'on consomme. Aux États-Unis, ils ont exactement la même tendance. Donc il y a un courant de recherche là, qui nous a beaucoup inspiré, qui s'appelle Agriculture of the Middle, l'agriculture du milieu, qui est en fait un courant qui vise, moi je dis que c'est un courant de recherche, mais c'est pas simplement un courant de recherche, c'est une réalité, hein. Donc ça a été montré par des chercheurs, mais c'est des fermes de taille moyenne. Alors aux États-Unis, les tailles moyennes, c'est pas les fermes de taille moyenne en France, hein, c'est quand même différent, mais c'est des fermes de taille moyenne qui veulent subsister. Et qui, pour subsister, en fait, ont créé des nouvelles relations, notamment via Internet, de proximité et de valeur aussi, de partage, notamment autour de différentes choses comme le gaspillage, comme la réduction des kilomètres, comme le partage de la valeur économique, etc. Donc des nouvelles relations dont ils parlent beaucoup sur les sites Internet. On peut voir aussi comment les choses sont produites. Donc on a aussi toute une partie très agroécologique, si on peut dire. On peut voir la journée de la ferme, les vaches, comment ça se passe, etc. Et ce courant, ces stratégies-là, finalement, on s'est dit, on les retrouve en France. On voit qu'aujourd'hui, on a aussi en France, finalement, une sorte de stratégie, plusieurs stratégies qu'on a appelées des systèmes alimentaires du milieu, en faisant référence à ces études-là, parce que on a cette idée qu'il faut reconnecter finalement la chaîne du début jusqu'à la fin, et la reconnecter en faisant en sorte que tous les opérateurs de la chaîne soient connus, soient visibles quelque part, et qu'on ait cette idée de traçabilité et de provenance. Donc on n'est pas complètement on n'est pas dans l'origine, on n'est pas dans du local très rapproché entre producteurs et consommateurs. On a des intermédiaires au milieu, qui sont des entreprises agroalimentaires qui vont communiquer sur le fait qu'elles s'approvisionnent localement, sur le fait qu'elles recréent des relations différentes entre les opérateurs, qui vont proposer des produits de qualité. Alors on en a étudié plusieurs, on en a vu plusieurs. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont dans des stratégies comme ça, et on s'est dit finalement là on est en train de voir émerger un modèle, alors un modèle qu'on a appelé système alimentaire du milieu, qu'on a soumis d'ailleurs à certains de nos partenaires, notamment on a fait une restitution il n'y a pas très longtemps à Vercorlé, en leur soumettant cette idée, en leur disant est-ce que vous avez l'impression d'appartenir à ce modèle-là ? Et notre idée, c'est que ce modèle, il va se développer dans les années à venir pour justement aller capter ces consommateurs. Qu'il doit se développer pour aller capter ces consommateurs. Et justement, recréer du lien avec les consommateurs, mais un lien qui ne soit pas direct, un lien qui soit finalement médiatisé par différentes choses et qui permette de définir un local.
Alors pour les chercheurs, pour finir mon intervention, parce que j'ai dû parler trop longtemps, pour les chercheurs, en fait, le local, c'est plusieurs choses. Ça peut être soit une définition à partir de ce que les Américains appellent les food miles, hein, c'est-à-dire un nombre de kilomètres qu'on va définir, et on va dire à partir de ce nombre de kilomètres on est local. Ou alors ça peut être une échelle d'action, c'est-à-dire on va déterminer quelle est notre échelle d'action. Ça peut être aussi une échelle de proximité, c'est-à-dire il faut garder une distance qui soit celle de la proximité. Si on ne connaît pas l'autre, on n'est plus dans le local. Et puis aujourd'hui, le local pour les chercheurs, c'est aussi, on voit bien des stratégies qui se développent autour de ça, autour des questions de système alimentaire territorialisé et autour des questions de gouvernance alimentaire territoriale. C'est des questions qui impliquent beaucoup les collectivités territoriales de plus en plus. En fait, j'étais la semaine dernière, j'ai fait une conférence au pôle métropolitain qui avait une réunion sur l'approvisionnement local de la restauration collective. Et aujourd'hui, on voit bien que ces acteurs des territoires se saisissent aussi de cette question et vont finalement donner une autre définition du local. Parce que le local en lui-même, il n'a pas de définition. Le local, il n'a comme définition que celle que vous allez lui donner dans le projet que vous allez construire. Voilà, je vais finir là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Je vais du coup donner la parole à Anaïs Rimbaud, où justement le modèle de la ruche Kidiwi était monté justement sur ce mouvement locavore d'une certaine manière et s'est inspiré de tout ça. Et donc je vais vous laisser rebondir justement sur ce sujet en vous expliquant un peu le positionnement et d'où vient cette conviction justement et cette conviction de la pérennité de cette tendance justement pour monter un modèle, un business model sur ce projet. Ok, merci. Déjà, c'était vraiment très riche. C'est vrai qu'on n'a pas trop de données, en tout cas vraiment statistiques ou quoi, sur le consommateur en circuit court, même celui qui vient dans la ruche Kidiwi. Donc finalement, c'était plutôt des ressentis que j'allais vous partager. Et en fait, je me rends compte qu'on n'était pas tout à fait à côté, donc ça va, c'est plutôt rassurant. Du coup, la ruche Kidiwi, oui, en effet, donc à la base, c'est une plateforme web qui permet à chacun de créer une ruche, donc un point de distribution d'alimentation locale dans sa ville ou dans son quartier. L'idée de base des cofondateurs, c'était de dire on a envie de créer un outil web qui soit accessible à tous pour permettre vraiment à chaque citoyen qui a envie de s'emparer de cette question d'agir. L'idée, c'était de permettre à chacun de faire ça et de le faire un peu comme il a envie. Donc on a choisi de laisser une très grande liberté en fait aux gens qui sont chez nous, donc les responsables de ruche. En fait, ces gens-là, donc avant de décider de monter un point de distribution, c'était juste des consommateurs en circuit court, de local, parfois de bio, j'imagine, et de plein d'autres choses aussi, je pense de grandes surfaces, etc. Et l'idée, c'était de leur laisser beaucoup de liberté, d'encourager plutôt la prise d'initiative. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire à la ruche, c'est de leur faire confiance dans la localisation de leur projet. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un outil web qui est quelque chose de global, puisque maintenant les ruches, il y en a aussi à l'international, et de laisser le pouvoir aux porteurs de projet de localiser son projet, c'est-à-dire de choisir ses producteurs, de choisir les produits qu'il va vendre, de choisir les spécialités terroirs qu'il va mettre dans sa ruche. Il a à disposition toute la charte graphique de la ruche Kidiwi, ils en font ce qu'ils veulent, avec les photos qu'ils veulent, etc. Ils sont libres dans leur communication, ils sont libres dans les partenariats qu'ils montrent au niveau local. Donc voilà, l'idée c'est que ce soit le global au service du local. C'est ce qu'on essaye de faire en fait, de mutualiser des outils et que chacun s'en empare et les utilise comme il veut pour monter un projet. Voilà, donc ça c'était l'idée de base. Aujourd'hui, à la ruche Kidiwi, on a 150 000 clients actifs en 4 ans. Il y a à peu près 700 ruches qui sont ouvertes, un peu plus de 700 points de distribution. La plupart sont en France, il y en a 650 en France et on va dire 40-50 projets qui sont en Europe. Là encore, c'était la volonté d'aller à l'international sur un projet ultra local, ça peut paraître un peu contradictoire. En fait, cette liberté qu'on a choisi de laisser aux gens, en fait les gens ils viennent et ils nous la demandent quoi. C'est beaucoup des gens, en fait aujourd'hui on reçoit des demandes d'ouverture de ruches, on en reçoit une quarantaine par mois et il y en a plein qui sont dans tous les pays du monde en fait. Et du coup on dit on ne veut pas aller trop vite et ce serait pas raisonnable, etc. Mais voilà, l'idée c'est aussi de répondre par cet outil à des attentes de gens qui sont des consommateurs et qui ont envie d'agir quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre?
Pour vous donner une idée de ce que ça représente en termes de chiffres, en 2014, le volume de transactions qui a eu lieu dans les ruches, c'était 20 millions d'euros, dont 83% reviennent aux producteurs qui vendent dans les ruches. Voilà. Aujourd'hui, à la ruche qui dit oui, on a fait le choix de se positionner sur une agriculture locale. Ça veut tout et rien dire, c'est clair. On essaye maintenant d'aller un peu plus vers un positionnement. On a choisi de ne pas se positionner sur un cahier des charges. On choisit plutôt un positionnement qu'on va entamer une réflexion par filière. Donc on a maintenant des équipes qui sont en place en région pour coordonner le réseau. Et dans chaque équipe régionale, donc il y en a 5 en France, il y a ce qu'on appelle un expert producteur et du coup qui entame une réflexion filière. Donc voilà, il y en a une qui est chargée d'étudier toutes les pratiques qu'on trouve en France sur la filière maraîchage et de dire celles qu'on a envie de soutenir et celles qu'on n'a pas envie de soutenir. Voilà, c'est un travail un peu long qu'on va mettre en place, mais bon, voilà, c'est un choix de notre part. Et ensuite, on est bien entendu convaincus que les pratiques du futur pour l'agriculture, elles sont vers l'agroécologie. Et on vient de monter un partenariat avec l'association qui s'appelle Ferme d'Avenir, Maxime de Rostolan. Et on a lancé un concours en fait au niveau national pour encourager les agriculteurs qui ont des pratiques, disons, durables et qui sont créatrices d'emplois et qui sont innovantes et qui sont vraiment l'agriculture qu'on veut voir grandir demain. On va sélectionner un projet par région et doter chaque ferme de 10 000 euros. Donc c'est des fonds qu'on allait chercher auprès d'acteurs, de fondations, etc. Et puis pour les encourager à développer leur projet. Voilà. Je voulais juste rebondir parce que c'est vrai qu'au début, autant la ruche est beaucoup plus basée sur le local, mais on voit quand même venir, en tout cas, moi dans mon cas, je suis la page Facebook, et je vois que justement vous prenez très souvent position quand même pour le bio. On trouve vachement de prise de position avec relancer des sujets sur le bio et des choses comme ça, donc justement c'était un peu une question un peu par rapport à ça. On a l'impression qu'il y a quand même un peu de mouvement quand même dans ce sens-là, ou en tout cas, est-ce que c'est juste au niveau de la com? Non, c'est pas juste au niveau de la com. En fait, aujourd'hui, on est aussi très pragmatique. On se dit que malheureusement, en France, il n'y a que 5% d'exploitation bio, donc on ne peut pas nourrir la France avec 5%. Enfin, ça me semble compliqué. Du coup, on a fait le choix de faire avec l'existant, et c'est mieux de manger local et pas bio que de manger un truc qui est ni bio ni local. Et au final, oui, aujourd'hui, on va essayer d'aller... mais, enfin, moi, mon positionnement qui est très personnel, parce qu'à la ruche qui dit oui, c'est des longs débats entre salariés, fondateurs, salariés. Mon positionnement très personnel, c'est que on a besoin d'une longue période de transition pour aller vers nourrir la France avec du bio. Moi, j'œuvre dans ce sens-là. Aujourd'hui, dans la zone dont je m'occupe, il y a des porteurs de projets qui me disent je veux monter ma ruche 100% bio. Bon voilà, ils le font et on les encourage, et je suis la première à le faire. Après, clairement, ils ont des gros problèmes d'approvisionnement, quoi. Enfin voilà, faut être réaliste. Et aujourd'hui, oui, en tout cas, une grande partie des salariés de la ruche qui dit oui pensent que l'agroécologie c'est le futur, et on œuvre tous vers ça, quoi. Je le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Et puis je pense que vous avez justement lancé la transition justement sur les approvisionnements, qui est la thématique qu'on va ouvrir après, justement sur les approvisionnements bio et locaux. Est-ce que c'est possible, et voir justement des pratiques qui ont été mises en place? C'est une définition, moi en tant que gérant de magasin, c'est une définition qui dépend des filières et des produits. J'aime bien dire que je vends des bananes locales des Canaries. C'est con, mais c'est dans le sens où tout est relatif. À partir du moment où nous, dans notre stratégie, on va prendre le produit local le plus proche. Bon. Donc ça dépend de chaque lieu de vente. Ça dépend de chaque région. Pour moi, il n'y a pas de définition globale. Les 160 km, ça n'a pas de sens. Alors, je ne vais pas faire plaisir à Bruno, mais nous, dans notre région, on a beaucoup de boulangers à 10 km. Forcément, le plus local, c'est celui qui a 10 km. Mais après, dans d'autres coins, on est content d'avoir Bruno qui fournit du pain. Donc, c'est une définition par filière. C'est pour ça qu'on a besoin de développer les filières, parce qu'il y a des filières où on n'a rien. Moi, c'est un paquet de produits que j'ai pas, je le déplore, et c'est pas le cas à 50 km plus loin. Donc c'est relatif à la filière. Après, on a aussi eu une définition relative à la région. On voit bien que la notion de région n'a plus trop de sens, puisque en plus moi je suis dans le nord de la région, je suis dans le nord du Rhône, et à 20 km j'ai la Bourgogne. Donc je vois pas pourquoi je privilégierais les produits rhônapes. Ça n'a pas de sens. Effectivement, il y a une notion de distance malgré tout.
Donc c'est une notion de distance relative au secteur d'activité à la filière. C'est ça ma définition. Voilà. Aujourd'hui, nous on fait 15% de nos approvisionnements en local, donc je les comptabilise. Alors après, il y a une autre notion, naturellement, et c'est dans l'idée du consommateur, si c'est un gros acteur national, mais qui est local, je ne parle pas des producteurs, là, hein, parce qu'il faut voir qu'en magasin, quand on parle local, on pense tout de suite fruits et légumes. Ah bien. Mais c'est pas... c'est une partie de notre activité, mais c'est loin d'être la majorité. Donc on a besoin de transformateurs. Aujourd'hui, on est chez Bioconvergence, c'est les transformateurs qui sont là. Et donc dans la vision du consommateur, on pense tout de suite producteur. Mais on a besoin de ces transfos qui doivent être là. Et du coup, nous, quand on s'approvisionne, on se dit, est-ce que mon transfo est... Il y a une notion de taille, en fait, dans ma tête. C'est un petit ou c'est un gros? Et si c'est un gros à dimension nationale, il est, pour moi, c'est plus un acteur local. Voilà, c'est ce que... Voilà. Dans les 15%, j'ai fait des arbitrages de comptabiliser ou non certains acteurs. Bon, c'est très arbitraire, hein. Donc, mais dans vraiment la tête du client, à partir du moment que c'est un produit qu'on trouve partout, il est plus local. Même s'il est fait à côté. Donc, et du coup, pourquoi? Parce que justement, on vient de la notion de perte de sens. C'est-à-dire, à partir du moment où on est sur des très grosses filières de transformation, ben, on ne sait plus qui intervient, on ne sait plus d'où viennent les produits, et du coup, ça n'a plus trop de sens, quoi. Donc, je pense que dans l'idée de chacun, c'est... ça doit pas être trop gros, quoi. Enfin, moi je ressens beaucoup ça, et voilà. Donc trois axes, hein. La taille du transformateur. Pour le producteur, le problème ne se pose pas. On a très peu de producteurs bio de dimension nationale. On a quelques gars qui font des carottes en Normandie, qui alimentent la grande distrib, mais voilà, on n'a pas ce problème là. Peut-être qu'un jour ça viendra, on verra, hein. C'est pas grave. Donc voilà pour la définition. Après, c'est quoi? On doit parler. Revenir sur les problématiques, justement. Les problématiques, bon, il y en a plein. Ça, c'est pas dur, les problématiques. Non, mais je dirais que premier point, c'est la mise en relation, finalement. C'est la mise en relation des acteurs, mais une mise en relation, pas avoir un carnet d'adresses, une liste de fichiers. Hein. C'est avoir quelqu'un qui a un produit, qui comprend les problématiques d'un magasin et qui va être suffisamment proche pour livrer le produit, donc on rejoint la problématique logistique, et puis qui va être stable dans le temps. Donc ce qui est compliqué, c'est la stabilité, c'est la pérennité, la stabilité, etc. Mais c'est pas grave, on peut faire un petit bout de chemin ensemble, et puis ça s'arrête, c'est pas gênant. Donc il y a une certaine rotation dans nos producteurs ou fournisseurs. Donc voilà, les autres points, c'est... bon, le prix, le prix c'est pas trop un sujet, en fait. Enfin, pour moi, le prix c'est pas un sujet. Nous on applique le prix que souhaite le fournisseur. Dans certains cas, on rééquilibre nos marges pour que l'écart avec le produit sur le fruit et légumes grossiste soit pas trop important, malgré tout. Mais finalement, on a fait des tests où on s'était amusé à mettre c'était de la lentille verte chinoise à côté de la lentille verte d'Isère, et il n'y a pas photo, hein. Il y a 3 € d'écart au kilo, ça part. Donc, moi je pense que voilà, mais bon, il faut aussi que le transformateur, le producteur pense au prix malgré tout, hein, parce qu'on va quand même aller sur le prix. Voilà. Les autres difficultés, c'est l'éclatement des fournisseurs. Donc là, moi je milite pour des plateformes d'appro, bien sûr. C'est l'éclatement, c'est la difficulté de gérer les appros. L'autre point, c'est on manque de transformateurs. Je revendique des projets collectifs type Malter Eco où il y a une utilisation des transformateurs, parce que aujourd'hui on a des maraîchers, on n'a pas de conserve de légumes digne de ce nom local, alors que pour avoir une utilisation sur des types coopératifs, on n'en a pas assez. Donc on a du produit frais, mais du produit sec, il n'y en a pas assez, avec des groupements en amont. Donc là, le travail sur filière, il est nécessaire, il n'est pas suffisant aujourd'hui, je trouve, ça va pas assez vite.
Et nous, on aura de la place dans les rayons, quoi. Et dès qu'on en met, donc on les met en avant. Hein. Les solutions, c'est qu'on met en avant ces produits, tout simplement avec des petites étiquettes. Et voilà. Moi, je pense que ça, il n'y a pas de limite à tout ça. Et justement, sur les solutions, c'était justement quelles sont les solutions en fait demain pour pouvoir améliorer et simplifier en fait ces approvisionnements et comment. Enfin, on avait évoqué ensemble en discutant avec les parents cette table ronde, la partie justement de mettre des moyens humains aussi, parce que finalement créer ce réseau, travailler sur les réseaux, c'est compliqué. Et que voilà, il fallait aussi mettre de l'envie, quoi, d'une certaine manière. Oui, l'envie, il y en a, pas partout. Hein. Tous les magasins ne s'emmerdent pas avec des producteurs locaux. Hein. Non mais vraiment, c'est un effort, hein, c'est chiant, hein, je veux le dire. Hein. Tous les jours, on préfère une plateforme comme certains gros magasins bio, c'est plus facile. Hein. Je veux dire, la plateforme, c'est facile, c'est un fournisseur. Hein. Aujourd'hui, nous, on a 180. Bon, voilà, c'est 10-15 commandes jour, c'est des difficultés. Voilà, enfin, les difficultés, c'est la vie, quoi, c'est normal. Donc, oui, il faut des moyens. Moi, je pense qu'il faut vraiment investir sur la mutualisation d'acteurs. Bioconvergence voulait lancer des tournées de producteurs dans les magasins. BioApro pour la restauration collective, on devrait avoir le BioApro des magasins également, quoi. Parce que c'est trop éclaté. On est trop éclaté, vraiment trop. Voilà. Donc il faut du travail en avant avec les associations, avec les Corabio, et en lien avec la distribution et la transformation. On oublie trop la transformation. Mais en fait, on nous l'a caché pendant des années, la grande distrib. On n'a pas de culture de la transfo dans notre pays. Ah bon, il y a des usines, ah bon, il y a un process, ah bon, il y a des machines, on ne connaît pas. Aujourd'hui, on est dans un atelier de transformation, donc c'est très bien. Parce que le consommateur, il ne sait pas comment c'est fabriqué, quoi. C'est terrible. Hein. Donc, ouais, il y a des acteurs intermédiaires et c'est à eux de jouer, quoi. Le dernier point aussi, c'est qu'on est, sur le fruit et légumes, on est la dernière roue du carrosse en tant que magasin. Parce que, évidemment, la vente directe est plus intéressante pour le producteur. Faut l'accepter. Et puis, il faut être très souple. Voilà, on est dans un horizon mouvant. Et puis, on discutait avec Viviane, il y a des aléas climatiques. Donc, voilà, cette année ou ce mois-ci, on n'aura pas de tomates ou de courgettes, c'est pas grave. Et le consommateur est prêt à accepter, hein, faut pas se prendre la tête. Hein. Il y en a pas, il n'y en a pas. Et franchement, il accepte. Enfin, moi, je suis étonné du niveau d'acceptation du consommateur en bio. En bio, hein, après, en GMS, je sais pas. En bio, voilà, il n'y en a pas. Bon, tant pis. Ou alors, c'est pas arrivé, c'est pas mûr. On est au mois de juin, mais j'en ai pas encore parce qu'il n'y a pas fait beau. Ouais, c'est la vie. Hein. Donc, c'est de la souplesse, vraiment, vraiment de la souplesse partout. Quoi. Après, nous, niveau magasin, travailler en réseau sur ces sujets-là, pourquoi pas, il y a des choses à faire, à mon sens, pour mettre en avant les initiatives. Nous, on travaille à 2 magasins, donc on fait des points de livraison uniques. Donc, à mon sens, pour régler les problèmes logistiques, on a une mutualisation en amont, on peut l'avoir en aval aussi, dans le sens où je fais un point de livraison pour le producteur ou pour le transformateur local, et ensuite on dispatche. Donc aujourd'hui on le fait, j'ai une camionnette, hein, puis on trimballe les produits. Ça évite de faire des tours trop grands. En gros, on partage la charge logistique. Voilà, c'est du donnant-donnant, quoi. Donc c'est un effort aussi, c'est du temps, c'est de l'argent. Voilà. Après, le consommateur, il est très... Moi, la première chose qu'on me demande dans mon magasin, moi je suis pas une chaîne, hein, voilà, on est indépendant, on vous demande bonjour, vous êtes une chaîne, donc ça veut dire vous n'êtes pas... On va garder cette partie consommateur pour la suite. La deuxième partie. Je passe la parole à... Pro, justement, avec Laureline Vialon, donc du Graal, donc Super Al Moulin, pour nous présenter justement, dans leur cas, c'est un positionnement légèrement différent, puisque ça a commencé avant tout avec justement l'approvisionnement local, et donc, je vous laisse expliquer ce que vous êtes réellement, et bien, je vous le ferai beaucoup mieux que moi, mais justement, comment vous travaillez, comment vous réglez justement cette question d'approvisionnement qui est peut-être un peu plus simple à gérer chez vous ou pas, voilà, à voir justement en fonction de ce modèle qui a été construit différemment. Oui, la Super Aduna, en fait, c'est 3 entités réunies sous un même toit, en coopérative. Donc c'est un magasin de producteurs en vente directe,
avec des producteurs locaux, donc qui viennent à 80 km maximum du magasin, puisqu'ils sont là pour faire des permanences, donc il ne faut pas non plus qu'ils viennent de trop loin, qui sont tous au minimum en agriculture paysanne, donc qui sont après bio ou pas, mais en agriculture paysanne. Ensuite, on a une épicerie bio qui privilégie l'approvisionnement local et en direct, et les produits en vrac aussi, beaucoup. On a plus de 150 références de produits en vrac, liquides ou solides. Et enfin, un restaurant qui cuisine sur place tous les jours avec des produits bio et ou locaux. Donc en fait, on trouve un peu les trois, enfin sur les trois, bio, local, pas bio, etc. Donc on est tous les trois en coopérative. Au niveau de l'approvisionnement, en fait, la problématique elle est différente puisqu'on a des producteurs qui viennent chez nous livrer. L'approvisionnement n'est pas forcément simple pour eux puisqu'on est sur... L'idée c'était d'avoir un magasin qui puisse être vraiment accessible à tous. Récupérer des gens qui voudraient un magasin de producteurs mais qui voudraient aussi faire toutes leurs courses au même endroit et même éventuellement déjeuner sur place le midi. Donc le pari c'était vraiment de réunir tous ces acteurs, producteurs, distributeurs et transformateurs au même endroit pour faire bénéficier de cette synergie aux clients. Maintenant, côté producteur, magasin de producteurs en vente directe, la question de l'approvisionnement, ça représente à peu près 40% de nos ventes, 40% de local, le côté producteur, plus le local de l'épicerie. Pour eux, ce qui est pas forcément simple, c'est d'être là ouvert 6 jours sur 7, quoi, comme un magasin standard, entre guillemets, puisque les magasins de producteurs sont souvent ouverts moins longtemps. Malgré tout, du coup, il y a vraiment on essaie vraiment de travailler en coopération avec eux pour élargir les saisons ou pas, si le produit est disponible en France, pour satisfaire le consommateur, ou en local un petit peu plus loin. Voilà pour la partie producteur. Au niveau de l'épicerie, on essaye de vraiment privilégier aussi les achats locaux et en direct. Les achats les plus locaux sont faits souvent en dépôt-vente par le groupe de producteurs, si c'est le cas, s'il y a une offre disponible. Sinon, on les achète en direct. Donc, je rejoins ce que disait Lionel sur la mutualisation en fait, des approvisionnements, parce que c'est pas forcément simple quand on doit approvisionner auprès de plein de petits producteurs. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on fait partie du réseau GRAP, du groupement GRAP, qui est un groupement régional alimentaire de proximité, qui réunit une vingtaine d'activités différentes autour de l'alimentation locale et durable. Donc on est bientôt 6 épiceries, un boulanger, un sommelier, etc. Donc vraiment on essaie de mutualiser les achats. Et les achats, les approvisionnements, et la connaissance aussi du marché amont des producteurs. Pour trouver le producteur, on parlait de châtaigne ou quoi que ce soit. Donc on mutualise et la connaissance et l'approvisionnement au sein de ce groupement-là. Et puis donc on a un restaurant qui cuisine aussi sur place en priorité avec les produits de nos producteurs. Mais ça on en parlera dans un autre jour. Et les produits de l'épicerie, des produits locaux. Voilà. Et donc entre nous aussi, au niveau de l'approvisionnement, on essaye de ne pas se faire de concurrence, parce que le but aussi c'était vraiment de redonner un souffle à une agriculture locale et d'encourager vraiment la production locale sur des petites fermes. Donc on ne se fait pas concurrence entre nous, on a des coopérations des produits et on essaie vraiment de pallier aux problématiques d'approvisionnement en faisant complément entre nous. Très bien. Et justement, vous avez mentionné un petit peu la partie restauration. Est-ce que vous propose de développer un petit peu dessus aussi maintenant, si vous souhaitez, sur cette partie un peu plus restauration, avant de basculer justement sur l'expérience restauration collective, un peu plus sur justement le restaurant. Donc, notre restaurant fait à peu près entre 50 et 60 couverts tous les midis, avec une clientèle qui vient principalement des entreprises alentours. Donc pas forcément des gens qui sont sensibles au bio ou sensibles au local, mais des gens qui veulent se nourrir bien et sainement tous les jours au quotidien. Et du coup, la cuisine, le principe c'est qu'elle est vraiment ouverte sur le magasin. Donc les clients peuvent voir nos chefs et nos cuisiniers cuisiner tous les jours sur place. Et ils partent vraiment du principe de prendre l'ingrédient de base. Donc c'est beaucoup
de main-d'œuvre, d'épluchage des légumes, etc. Parce qu'on parle vraiment de l'ingrédient de base et de fournir et de produire des repas très équilibrés, très sains. Alors la problématique qu'il y a derrière, c'est l'achat local et l'achat bio. Ça représente, il y a plusieurs problématiques. Il y a la problématique du coût. Pour arriver à être rentable dans la restauration, quand on a beaucoup de main-d'œuvre qui est dédiée à la cuisine, c'est pas rien cette problématique-là. Pour fournir des repas qui sont équilibrés et qui sont bons avec de bons produits. Il y a toujours la problématique de l'approvisionnement local, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à atteindre des francos de commande ou quand on est petit tout seul dans son coin. Donc c'est vrai que là la problématique chez nous elle est un petit peu moindre dans le restaurant puisqu'ils peuvent s'approvisionner en direct auprès de nos producteurs, en partie en tout cas. Et puis après, il y a quelle variété de gamme les fournisseurs peuvent proposer, etc. Et donc vraiment, ces problématiques d'approvisionnement pour un restaurant qui fait 50 à 60 couverts et qui serait isolé, elles se posent vraiment. Là, elles se posent un tout petit peu moins puisqu'il y a de l'approvisionnement direct auprès des producteurs. Mais je pense que voilà, les problématiques, elles sont quand même là et on retrouve vraiment cette mutualisation qui est vraiment importante, je pense. Enfin, en tout cas, il y a des efforts à faire là-bas. Merci beaucoup. Justement, on va parler justement un peu plus justement du coup dans votre rôle à la Biodici, donc justement de ce travail que vous faites justement de structuration, voilà, pour pouvoir donc dans votre cas plus sur la restauration collective, donc approvisionner des points de restauration. Oui, bonjour, Christine Viron, donc je suis cofondatrice et gérante bénévole et directrice salariée de la Biodici, qui, comme son nom l'indique, vise deux ambitions, bio et d'ici. Alors il y a eu quand même une entrée préférentielle, donc c'est une structure qui a été créée en 2010 sous forme associative et qu'on a transformée il y a 2 ans et demi en société coopérative d'intérêt collectif. Donc quasi à but non lucratif comme les associations, avec dedans des producteurs, des salariés, différents soutiens, on a droit au bénévolat comme les associations, et on a laissé aussi une porte ouverte aux collectivités territoriales. Bon, pour l'instant elles sont très très longues à rentrer, mais ça se fera un jour. Voilà, donc on est basé à Chambéry, on a une plateforme physique et on dessert donc la restauration collective et un petit peu commerciale sur le territoire à 95% des pays de Savoie, et puis on tente d'aller aussi sur l'Ain puisqu'il n'y a pas d'initiative similaire. Donc, alors, quand on a démarré, au départ on était 2 porteurs de projets issus de la société civile, c'est une histoire un peu différente des autres départements ici, puis après on s'est retrouvé à 17, dont des producteurs, et puis maintenant on est une vingtaine d'associés, dont des producteurs biolocaux, puis il y en a d'autres qui vont rentrer. L'entrée c'était bio à 100% ou conversion, par conviction. Enfin, c'est aussi lié à nos parcours personnels et professionnels. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour nous c'était ça. Et ensuite, au plus court et au plus local, sachant que sur les pays de Savoie, du bio local, il y en a très peu, parce qu'on a une agriculture de montagne qui a été extrêmement concentrée sur la production de fromage AOC, qui donc avec du lait très valorisé, donc une faible incitation pour les producteurs à faire du bio. Et puis à côté de ça, des pommes-pois, bon, des transformateurs quand même, et pas forcément avec une offre adaptée à la restauration collective. Donc on est parti par rapport au catalogue, à l'offre, on avait fait tout un travail pour identifier la demande, donc avec des chefs de cuisine. Il y a eu 1 an quand même de montage pour arriver à cerner le projet, à le monter. Donc par rapport à la demande, on est parti avec une offre bio locale qui était assez limitée, mais avec cette ambition de se dire qu'on était dans une dynamique de projet où on essaierait au fur et à mesure de relocaliser tout ce qu'on pourrait relocaliser. Alors peut-être pour répondre à la question qu'est-ce qu'on entend par local, en fait c'est vrai que la définition elle est un peu à géométrie variable parce qu'il y a cette histoire de 80 km qui est assez théorique dans le fond. Après, en fait ça dépend à qui vous parlez. Bon, nous on travaille avec des collectivités, on est à Chambéry, pour la commune de Chambéry, le local c'est Chambéry, pour la communauté de communes c'est la communauté de communes, pour le département c'est le département, pour la région c'est la région. Donc chacun a aussi sa définition. Voilà, donc ça c'est une chose. Et après, effectivement, donc, non, alors, pour nous, on va dire c'est les pays de Savoie. Voilà. Et puis après, quand on dit local ou régional c'est la région Rhône-Alpes. Bon, on a essayé de faire simple aussi, parce qu'à un moment donné, il faut que les gens comprennent ce dont on parle. Après, je suis d'accord qu'en pratique,
Ça, c'est une définition à la fois un peu politique et par rapport à un raisonnement de communication, mais après en pratique, ça dépend vraiment des filières pour le coup. Parce qu'il y a des filières qui existent en local et donc là pour le coup on va complètement chercher en local. Et puis il y en a d'autres qui n'existent pas, où ça paraît très compliqué de les développer aujourd'hui. Je veux dire, il y a très peu par exemple de ports en France, qui a eu des choix politiques à un moment donné de concentrer l'agriculture dans certaines régions. Donc du coup ça paraît très compliqué de redévelopper cette filière-là. Alors il y en a en Auvergne, mais dans nos territoires, avec en plus des problèmes de pression foncière très importantes, je ne vois pas comment la filière porc va se redévelopper aujourd'hui. Donc il y a des filières sur lesquelles on peut miser, et donc le local va être vraiment très local, et puis d'autres, il faut raisonner à une échelle un petit peu plus grande. Voilà, donc on est parti 100% bio ou conversion deuxième année, pour quand même encourager aussi les producteurs. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, au plus local, sachant qu'il y avait assez peu. Aujourd'hui, donc 5 ans plus tard, on a pu quand même pas mal relocaliser, puisqu'on a pratiquement 55% de produits locaux au sens soit si ce sont des producteurs produits localement, ou bien transformés localement. Après, il faudrait remonter à la matière première, c'est très complexe. Mais voilà, c'est pas juste l'entreprise est là et elle fait fabriquer ailleurs. Non, c'est vraiment quand même l'origine au moins de la transformation du produit. Donc 55% sur notre territoire, directement Pays de Savoie, et 3/4 Rhône-Alpes. Ça a énormément progressé. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a amorcé la pompe, donc avec cette offre bio, donc pas hyper locale, mais quand même achetée, quand on ne trouvait pas immédiatement, on allait chercher un peu plus loin. Et puis du coup, c'est aussi la demande qui tire l'offre, et du coup on a rencontré des producteurs qui soit s'installaient, se convertissaient au bio, voulaient se diversifier en fabriquant à la ferme, et moyennant quoi on a pu vraiment donc relocaliser tous les yaourts, toutes les compotes, tous les œufs, une petite partie du maraîchage qui reste très compliqué sur nos territoires de montagne, une partie on a aussi un acteur comme Alpine La Savoie qui fait des pâtes, donc on achète aussi, voilà. Donc du coup quand même pas mal. Et pour le coup, je disais c'est la demande qui tire l'offre, mais alors ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une offre bio-locale pertinente, parce qu'on a fait du co-développement avec eux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple je prends le cas des compotes, on est allé voir 2 transformateurs locaux, on leur a dit nous on a besoin du vrac en poche pasteurisée, donc on a défini un cahier des charges, est-ce que vous pouvez le faire? Oui. Et ça, maintenant, on en vend des tonnes. De même, on est allé voir un autre transformateur, Thomas le Prince, pour ne pas le citer, qui ne travaillait pas du tout avec la restauration collective. On lui a dit, nous, on a besoin de compotes 100 grammes. C'est le standard pour la restauration scolaire. On a testé sans sucre, ça ne marchait pas. On a testé sucré à 4% de sucre canne. Là, les enfants ont adhéré, parce que sinon les pommes étaient trop acides. Et on en vend des dizaines de tonnes aujourd'hui. Ça fait partie de notre top 10 des ventes. Donc c'est aussi l'offre, à un moment donné, qu'on arrive à développer, et la pertinence de l'offre qui tire la demande. Voilà. D'où tout l'intérêt de la structuration de filière. C'est ça. Voilà, c'est qu'effectivement, ce travail qu'on fait, alors je dis nous, mais donc on a nos collègues de Manger Bio Isère et de BioApro, de Manger Bio sur les Alpes, BioApro sur Rhône-Loire, qui sont exactement dans la même logique. On échange d'ailleurs énormément entre nous, et quand on travaille avec des acteurs régionaux, d'ailleurs on travaille ensemble sur ces questions de filière, et ils sont exactement dans la même logique. Voilà. Alors après, les problèmes d'approvisionnement, oui, ça c'est notre quotidien, mais c'est pour ça qu'on est là, en fait. C'est que quand on a démarré, on était encore dans la dynamique du Grenelle, donc une forte volonté de la restauration collective d'y aller, notamment en scolaire, mais qui commençaient à essayer de s'approvisionner en direct, ils se cassaient les dents tout de suite, c'est très très compliqué. Le producteur, il ne va pas faire 30 km pour aller livrer 2 caisses de salade, quoi. Ça ne marche pas. Donc difficulté pour eux, et puis grande difficulté aussi pour les producteurs et même les petits transformateurs à travailler avec ce marché qui est extrêmement exigeant. Sur le plan de l'hygiène, la sécurité alimentaire, la traçabilité, la logistique, il faut que les factures soient justes. Il y a évidemment l'énorme barrière des marchés publics. Répondre à un marché public, c'est costaud, quoi. Je connais aucun de nos producteurs qui puisse vraiment le faire, parce que c'est pas qu'ils soient pas compétents là-dessus, c'est qu'il faut se mettre dedans pendant 3 jours sans faire autre chose. Que ça demande, c'est très scolaire, il faut vraiment, pour espérer remporter le marché, il faut vraiment y aller, il faut travailler en amont éventuellement avec les interlocuteurs. Voilà, donc ça évidemment, on apporte cette réponse-là, donc on est là pour ça. Donc oui, ça reste difficile, l'approvisionnement, on jongle énormément.
Ça va mieux avec le volume, forcément. Au départ, nous, on avait une petite camionnette réfrigérée. Tout transport aval est sous-traité, parce que ça, c'est trop compliqué, c'est un autre métier. Il faudra avoir des flottes de camions. Bon, ça, c'est pas nous, donc on passe par un transporteur. On est basé d'ailleurs chez le transporteur, c'est notre modèle logistique. Par contre, sur l'amont, on a vraiment beaucoup joué au début. On a des plans A, B, C, D, Z. On se retrouve sur du P+R avec notre petite camionnette réfrigérée pour prendre la marchandise, blablabla. Bon, avec le temps, évidemment, les volumes, ça s'améliore. On finit par avoir des choses beaucoup plus optimisées. Mais il faut mouiller sa chemise au début, c'est évident. Sinon, il faut vraiment de la bonne volonté de part et d'autre. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Merci beaucoup. Justement, on va lancer le sujet un petit peu par rapport à justement l'approvisionnement aussi chez le transformateur et justement gérer ces approvisionnements locaux chez le transformateur. Et du coup, je voulais laisser la parole à Bruno Optile, le dirigeant de Pan-McDon, pour qu'il nous donne justement sa vision donc, du local déjà pour commencer. Et puis comment justement peut-être justement on parlait justement des fois de rupture, de problématiques sur de la pérennité des approvisionnements et comment vous-même avez travaillé là-dessus. D'accord. Alors nous on faisait Pan-McDon, on a 3 activités. On fait de la fabrication de pain frais, donc qui est distribué en frais tous les matins, 6 jours par semaine. Avec une logistique très organisée qui est autour de ça, sinon c'est tout juste pas possible. On a une activité de biscuiterie et de chocolaterie confiserie. Sur le pain, en 95, on s'est mis à distribuer du pain au niveau national, en distribution spécialisée bleue. À un moment donné, moi je trouvais que c'était plus très cohérent. On l'a fait au début parce que dans le début des années 90, il n'y avait pas tant de boulangeries bio qu'il y a aujourd'hui, et on était très sollicités partout en France pour leur livrer du pain en frais. Donc on l'a fait, et puis après, à la limite de l'exercice, quand on a une éthique un peu bio, c'est l'environnement, 1, et 2, c'est les coûts, et 3, c'est l'organisation de cette logistique. Donc nous, on est allé ouvrir 2 fournils en région, et on essaye sur les régions, on le fait sur la région Rhône-Alpes, on est en train de le démarrer sur la région Midi-Pyrénées, et on a le projet de le faire sur notre autre centre de transformation sur la région parisienne. On met en place des filières d'approvisionnement avec les producteurs de la région. Alors, moi j'ai bien aimé l'approche territoriale qu'a expliqué Lizara tout à l'heure, parce qu'en fait, moi c'est plutôt mon approche. Le local, effectivement, il y a 50 000 définitions du local, avec dedans beaucoup d'incohérences. Nous, on a envie, je pourrais vous raconter des anecdotes de contradictions autour du local. Bon, c'est pas le débat, mais voilà, entre la définition qu'ont les gens du local et leur réelle pratique de développement ou même d'achat de la part des consommateurs, des fois on se heurte à des incohérences et des incompréhensions. Voilà, donc moi j'ai plus une notion de territoire, et cette notion de territoire, elle est de mettre en place une dynamique de territoire. Alors tout à l'heure, tu faisais un petit reproche, alors je te fais un clin d'œil, Lionel, par rapport aux gros, mais les gros, c'est aussi ce qui peut permettre de créer des volumes, tu l'as dit Christine, et c'est ce qui peut permettre d'attirer avec nous d'autres entreprises pour avoir suffisamment de volume pour mettre en place des filières de production dans les zones sur lesquelles on installe nos entreprises. Alors moi, je n'ai pas de rapport au kilomètre par rapport à mes centres de transformation, de fabrication, mais j'ai plus une notion de qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes d'économie au niveau d'un territoire. Donc il faut faire bouger tous les acteurs du territoire, pas que la production, mais les appros à part entière, que ce soit sur les emballages, que ce soit sur les prestations de services, et essayer avec eux d'engager non seulement une relation d'approvisionnement bio, mais d'essayer d'amener, y compris de l'éthique dans la relation d'économie. Alors ça, on sait très bien le faire au niveau des approvisionnements. Qu'est-ce qu'on fait pour s'approvisionner et puis que ça puisse être des projets pérennes? On contractualise, c'est la meilleure façon d'y arriver. Alors d'abord, je le redis, on essaye de trouver d'autres entreprises avec nous pour avoir suffisamment de volume pour pouvoir intéresser ou une filière de production de producteurs, qui peuvent être en coopérative, ou des producteurs en GAEC,
différencier, ils sont pas obligés forcément de se regrouper. Donc on essaie d'avoir des volumes pour faire ça, puis après on essaie d'avoir un vrai projet de développement. C'est quoi un projet de développement? Par exemple, on essaie de mettre en place des filières lin ou des filières tournesol, mais derrière il faut du décortiquage, donc coût du décortiquage. Donc on essaye de regarder comment on peut, avec ces acteurs-là, mettre en place des projets de développement autour, pourquoi pas du financement d'une décortiqueuse, etc., etc. Ou alors, pour certains producteurs, mettre en place une première transformation. Donc ça, on l'a fait en Rhône-Alpes, puisque le meilleur exemple pour nous, c'est Rhône-Alpes, puisqu'on est installé en Rhône-Alpes et on a d'abord démarré cette activité en Rhône-Alpes. Mais voilà, on a créé une première transformation chez les agriculteurs qui, avant, au lieu d'avoir des blés qui n'étaient pas très très bien rémunérés, aujourd'hui exécutent une première transformation avec une contractualisation sur des volumes, ce qui leur permet de voir à long terme, et deux, sur des rémunérations de prix qui leur permettent d'investir dans du développement et éventuellement d'amener autour d'eux d'autres acteurs. Mais voilà, alors pourquoi territoire? On a 3 fournils, on distribue un même catalogue de produits. Ce qui m'importe, c'est effectivement d'essayer d'installer autour de nos fournils de l'approvisionnement en local, et pour autant d'essayer d'avoir des produits de pain qui ressemblent au territoire. C'est-à-dire qu'on essaye de travailler avec des agriculteurs sur des variétés de territoires qui sont sur les territoires. Nous, on leur fait confiance aux agriculteurs, c'est pas notre métier. Néanmoins, on essaye de les engager, voilà, sur des allez, j'ai envie de dire cahier des charges. Donc nous, on est sur un cahier des charges labellisé biopartenaire, sur le cahier des charges ESR, donc avec des règles du jeu autour de la biodiversité, autour de la nécessité de s'engager sur des méthodes de production avec de l'énergie renouvelable. Enfin, voilà ce qu'on essaye d'engager comme projet avec eux. Mais ce qui m'importe, c'est que le produit que je vends en région parisienne, ce soit pas le même que celui que je vends en Rhône-Alpes et que ce soit pas le même que je vends en Midi-Pyrénées. Enfin, pour moi, c'est ça la biodiversité. Voilà un petit peu ma notion de territoire et la façon dont on a de pouvoir, sécuriser nos approvisionnements. Aujourd'hui, on arrive à sécuriser nos approvisionnements, pourtant on commence à passer des gros volumes, mais voilà, nos projets intéressent la production, donc on essaye de... Et puis, c'est une espèce de synergie qui se passe avec le monde agricole, c'est que quand on met des choses en place qui ont du sens, qui fonctionnent, qui sont rémunérés correctement, c'est-à-dire que c'est pas qu'une relation de production, mais c'est aussi une relation économique. J'insiste là-dessus parce que c'est important, je pense qu'il faut mettre de l'éthique dans l'économie. Derrière, en général, on arrive à créer un cercle suffisamment vertueux pour s'approvisionner correctement. Là où on a le plus de mal sur les approvisionnements, c'est sur les produits qui viennent de l'étranger, en fait. Donc tout intérêt à essayer d'engager autour de nous une vraie dynamique de production, de relations, de pérennisation, de rémunération, etc. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Et puis, j'espère qu'on aura d'autres projets dans d'autres régions pour essayer d'engager avec nous d'autres producteurs, d'autres coopératives et de mettre en place d'autres systèmes de développement économique qui ne sont pas que de l'appro, mais qui ont des visées de développement économique. Merci Bruno. Je vais faire donc du coup la transition avec Marie. Justement, dans votre cas, vous êtes aussi producteur et du coup, vous partez d'un modèle qui à la base est plus intégré, mais justement, vous avez aussi évolué. Je vais vous laisser prendre la parole pour agrandir ça, c'est-à-dire Bruno aussi à votre manière. En fait, donc pour resituer nos activités, on a 3 métiers à la ferme de Marie-Noël. On produit des fruits pour les vendre en tant que fruits à couteau, de table. On a un atelier de jus de fruits qui nous permet d'exécuter nos 2 autres métiers. Donc le premier, c'est de développer des recettes et une gamme propre. Et le deuxième, c'est de faire la prestation de service pour les producteurs qui nous entourent. C'est-à-dire que les gens apportent leurs fruits et repartent avec le jus issu de leurs fruits. La problématique d'achat, elle s'est posée en fait récemment au final, puisque l'entreprise existe depuis 35 ans et que ça fait 6-7 ans qu'on s'approvisionne à l'extérieur en complément de nos productions. D'une part par l'accroissement des volumes de vente, et d'autre part aussi parce qu'on avait certains vergers qui étaient vieillissants et qu'on a fait pas mal d'arrachage.
ce qui fait que ça restreignait la diversité variétale, et du coup c'était plus compliqué pour nous de travailler. Donc la première problématique qu'on a eue quand on a voulu acheter des fruits en complément des nôtres, quand je dis des fruits, je vais surtout parler de pommes et de poires. Les fruits rouges étant encore une autre problématique parce qu'il y a beaucoup plus de décalage entre l'offre et la demande actuellement. Et c'est quelque chose qu'on est en train de structurer petit à petit. Mais comme on est plutôt des consommateurs de pommes et de poires, on s'est concentré là-dessus. Alors déjà, le premier point, c'est comment communiquer auprès des producteurs pour indiquer que à partir de maintenant, acheter des fruits, ça nous intéressait aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens avec qui on pouvait travailler depuis des années en transformation, qui avaient peut-être des fruits en plus de leur production, de ce qu'ils souhaitaient transformer, mais qui n'étaient pas forcément informés du fait que nous aussi on en achetait. Des fois, on pense qu'on a des choses en tête et puis on pense que les autres le savent et puis il faut quand même le valider. Ça, c'était une première problématique. La deuxième problématique, ça a été de faire face à une concurrence, mais à l'achat. C'est-à-dire que beaucoup de gros acteurs, par exemple comme Andros, pour ne pas les citer, ou comme Charlie Alice, etc., sont mis à acheter des fruits en bio, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça a fait qu'il y a eu beaucoup plus de demandes de la part des transformateurs sur des fruits. Enfin, l'autre problématique, et c'est celle qui, de toute façon, une stratégie locale est la plus difficile à solutionner, que ce soit dans la vente, dans la production, dans la transformation, c'est la logistique. La logistique est de faire venir les produits jusqu'ici. Et puis, sur notre type d'approvisionnement, on a aussi une logistique de contenants. C'est-à-dire qu'on utilise ce qu'on appelle les paddocks, qui sont des énormes caisses agricoles, on va dire ça comme ça. Donc c'est une grosse caisse de 300 à 500 kilos. Et ces paddocks-là, c'est pas gratuit. Et quand on est producteur, généralement on en a un lot, on les remplit quand on ramasse, on l'envoie chez des clients, et puis si ces emballages-là ils reviennent pas, on ne sait pas dans quoi mettre nos affaires, notre production en fait. On n'a plus le contenant pour le ramasser. Et ça aussi, c'était quelque chose à prendre en compte. Donc on a commencé par faire l'état des lieux en fait, des problématiques qu'on connaissait bien, puisqu'on avait les mêmes, sur certains points en tout cas. Donc on savait que l'agriculture c'est irrégulier. Il y a des années avec et puis il y a des années sans. C'est-à-dire que s'engager à fournir une quantité régulière et croissante d'année en année, c'est pas évident. Parce qu'on est soumis à plein d'aléas. Il y a le fait que souvent on a des cultures qui sont polyvariétales. Il y a plusieurs variétés de fruits et c'est des fois plus facile de trouver des clients pour certaines variétés que pour d'autres, qui sont moins connues du grand public pour la plupart du temps. Et puis il y a le côté la fidélité des clients. Est-ce que le client qui nous fait mettre en place quelque chose une année sera là l'année d'après? Et aussi la législation, enfin on va dire plus, la fonction qualité qui avance de plus en plus vers le monde de la production. Les clients demandent de plus en plus aux producteurs d'apporter des preuves de mise en place, de contrôle qualité, de démarche, d'analyse, d'autres. Et c'est des problématiques dont on avait conscience. Alors pour répondre à ça, on a utilisé plusieurs choses. Déjà, on a réalisé qu'on avait un cahier des charges qui était beaucoup plus souple que la plupart, entre guillemets, de nos concurrents à l'achat. C'est-à-dire que nous, on savait travailler toutes les variétés, et non pas uniquement la Gala, la Granny, la Golden. Il y a beaucoup d'autres pommes en France, en dehors de ces trois-là, qui méritent d'être rencontrées. On a réalisé aussi que nous, si quelqu'un peut nous livrer quelques paddocks ou un camion entier, on savait l'assumer. Et on avait beaucoup de concurrents qui ne commandaient que des camions entiers. Donc ça aussi, c'est une problématique. Et après, on a réalisé aussi que pour solutionner la logistique, on avait un atout qui est la prestation de service.
Donc on a commencé à rencontrer des gens. Donc, déjà pour communiquer, on a utilisé non seulement notre réseau existant de clients, on a aussi été bien épaulé par les associations de développement, que ce soit ou Bioconvergence, etc., pour préciser et faire passer le message que nous cherchions des fruits. Et après, on s'est mis à en discuter avec nos clients en façonnage. On s'est mis à aller voir des producteurs qu'on ne connaissait pas dans le sud, voir s'ils avaient peut-être des pommes en plus à revendre. Et puis, à défaut, peut-être savoir s'ils avaient du jus de fruits à faire transformer. Et puis, voir si on ne pouvait pas goupiller les deux, de se dire, tu as du jus de fruits à faire transformer, mais tu veux en faire transformer une certaine partie, ça ne fait pas un camion entier. Est-ce que si on remplit le camion et que moi, j'en garde une partie pour mes jus, et que toi, l'autre partie du camion, tu t'en serves, on te le transforme, on te le renvoie avec tes emballages vides, c'est-à-dire avec la problématique des palox qui reviennent, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place quelque chose qui fait que on sera fournisseur et client l'un de l'autre dans les deux sens, mais du coup on pourra goupiller certaines problématiques. Et puis après on a travaillé donc sur une convention d'approvisionnement. Le but étant déjà d'acter de notre fidélité et de notre envie de nous engager. Moi je dis souvent sur le travail, je suis comme en amour. Si j'ai donné ma parole, c'est qu'elle est donnée. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut bien être là une année et l'année d'après. Alors il y a des années où tout le monde a des fruits et des années où plus personne n'en a. Il faut être conscient de ça et se dire, l'année où tout le monde en a, j'essaye d'en acheter un petit peu à tout le monde et que ce ne soit pas des volumes qui soient complètement décalés de ce que l'on avait pris l'année d'avant. C'est-à-dire quelqu'un à qui on a pris 40 tonnes, on ne va pas lui dire, cette année il y en a beaucoup, mets-moi une tonne de côté, c'est pas cohérent. Par contre, la personne à qui on a pris 40 tonnes l'année d'avant, l'année où il y en a beaucoup et que tout le monde nous en propose, on va lui dire, peut-être cette année je t'en prendrai entre 25 et 30 tonnes. Je ne peux pas t'en prendre bien plus parce qu'il y a un moment, je n'aurai pas le moyen de presser. Ça sera au-delà de ma capacité, puisque tout arrive en même temps. Et puis de stocker. Donc c'est acté d'une fidélité. C'est préciser aussi que, pour savoir un peu où on va, on a besoin d'avoir des estimations de récolte, mais qu'on est producteur, on sait très bien. C'est un grand moment de solitude quand vous vous retrouvez face à votre feuille de prévision de récolte, quand vous répondez à vos clients qui vous achètent des fruits, qu'on vous dit, combien est-ce que vous allez avoir de telle variété cette année ? Vous êtes obligé de faire de la théorie, les pommes, tant qu'elles ne sont pas dans la caisse, dans le frigo, vous ne savez jamais ce qui peut se passer. Donc il faut quand même qu'il y ait une souplesse. C'est-à-dire on demande aux gens de s'engager à 20% près et de nous tenir au courant dans des délais qui soient raisonnables pour que nous puissions réagir. On annonce ça généralement un mois. Si jamais il y avait quelque chose qui n'avait pas la production qui était annoncée. On va essayer d'aborder maintenant un peu cette valorisation des approvisionnements locaux auprès de la clientèle, auprès des consommateurs. On l'a un petit peu évoqué rapidement, un peu dans l'introduction, un peu plus tard, mais l'idée c'était justement de voir, on a parlé justement de comment s'approvisionner, comment construire en amont, et maintenant vis-à-vis du consommateur, quelle est la perception du consommateur, est-ce que le local vient avant le bio avant le local, comment on arrive à communiquer, comment on s'envoie les choses, et je vais vous laisser la parole du coup à Xavier. Donc tous ne savent pas, mais derrière quand même la création de Terre à Délices, si je ne me trompe pas en 96, c'est ça, donc se cacher la volonté en fait de produire des sorbets à partir de fruits que vous aviez et localement en fait. Donc je crois que la perception de Terre à Délices a évolué aussi, a changé, et c'était intéressant justement de revenir là-dessus, que vous rentiez justement sur cette notion locale et comment vous-même utiliser et travailler. Oui, donc Terre à Délices. J'ai démarré en 96 avec mon frère Bertrand, avec une idée simple, c'est de transformer du fruit produit par nos voisins. On était installés à l'époque dans une ferme. L'idée c'était de transformer réellement les fruits de nos producteurs voisins en sorbet. Notre clientèle cible au départ, c'était la restauration. Donc notre clientèle cible au départ, c'était la restauration.
On l'a dit ce matin, la restauration, un des critères qu'il faut d'abord résoudre, c'est le critère qualité. Si on n'a pas la qualité au départ pour travailler avec la restauration, c'est pas la peine. C'est Bruno qui l'a rappelé ce matin. Et puis le deuxième frein à lever, c'est la logistique. Et dès le départ, on a pris en charge notre propre logistique, et surtout la logistique froid, c'est vraiment spécifique. Donc depuis le départ, on a pris l'habitude de livrer nos clients de manière hebdomadaire, ce qui implique d'avoir un contact au moins téléphonique de nos clients chaque semaine et de livrer chaque semaine tous nos clients. Ça représente plusieurs centaines, à l'heure actuelle, plusieurs centaines d'appels par semaine. Au départ, on n'a pas démarré en bio. Hein. L'idée de départ, c'était vraiment de travailler localement. Après, là, on s'est très vite aperçu quand même que le critère local, quand on allait démarcher nos clients restaurants, était important. C'était vraiment un critère que l'on mettait en avant. Et je pense qu'ils sont très sensibles à cet aspect. Par contre, le critère bio, on avait dans la foulée, dans les années 2000, on s'était fait certifier, on avait démarré une gamme bio, puisque un certain nombre de nos appros, par condition déjà personnelle, étaient en bio. On s'était dit pourquoi pas le faire savoir et valoriser. Donc on avait transformé une partie de nos productions en bio, mais à l'époque on était à 90% avec une clientèle de restauration. D'ailleurs pendant 10 ans on a fonctionné avec cette clientèle, 90% de restauration. Et à l'époque les produits qu'on avait fabriqués en bio, en fait ils ont stagné dans nos chambres froides et ça a intéressé personne. Bien qu'on le mettait en avant dans nos démarches commerciales. Donc, en fait, en 2007, quand même, parce que cette histoire de bio, ça me titillait, d'autant plus que la directrice de l'Agribio Ardèche, qui est ma belle-sœur, donc la femme de mon associé, en fait, ça nous faisait un peu quelque chose quand même qu'on ne soit pas en bio. Donc en 2007, on a retenté une nouvelle démarche de certification, mais on s'est reposé la question de notre circuit commercial et on a tout de suite démarré et travaillé une nouvelle cible commerciale, les circuits spécialisés bio. On a remis ça a été l'objet aussi de remettre en cause, enfin je reviens un peu sur l'histoire, hein, notre logo, nos packaging avec Frédéric Cadella pour un packaging éco-conçu. Et donc tout de suite ça a bien marché et depuis 2007 en fait on peut dire que l'évolution de l'entreprise s'est faite sur le bio. Et elle représente maintenant, on est à plus de 60% de notre chiffre d'affaires en bio. Avec quelques difficultés, hein, c'est-à-dire que on s'est posé la question en 2007, est-ce qu'il fallait quand même, par exemple, proposer une framboise bio, même si on n'est pas capable de s'approvisionner en bio en Ardèche. On a quand même fait le pas, et puis en se disant que il faut amorcer la pompe. Et puis maintenant, donc, on passe des contrats avec les producteurs. On a surtout cette problématique sur les petits fruits, sur la framboise et la fraise. On commence à passer des contrats avec des producteurs qui se mettent à produire des petits fruits pour nous.
Sinon, Pour en revenir justement, basculer un peu plus sur la partie consommation, justement, on disait le restaurant finalement c'est quand même un lieu où justement les personnes qui restent quand même encore un gros pourcentage quand même de vos ventes, où il y a quand même des glaces bio. Justement, est-ce que c'est justement de rentrer par le goût? Est-ce que le produit local et en plus le goût, est-ce que justement on rentre par le local et on arrive vers le bio? Est-ce que ça aide? Quelle est votre perception en fait de cette manière? Je pense que pour intéresser la restauration, il faut un produit de qualité qui se démarque, qui se démarque bien par rapport aux produits industriels. Le local maintenant les intéresse bien. On fait la différence quand on se dit acteur local et quand on leur décrit la manière dont on s'approvisionne. Et puis, le troisième point, c'était le bio. Oui, le bio maintenant, donc, on s'est aperçu justement quand on a démarré et quand on s'est mis à être présent dans la filière bio, on s'est aperçu que l'évolution des esprits, même au niveau de la restauration, avait fait son chemin et même maintenant, donc on se met à vendre auprès de la restauration une part significative en bio. Et de nombreux restaurateurs maintenant sont beaucoup plus sensibles qu'ils ne l'étaient en 2000. Ils sont beaucoup plus sensibles aux produits bio. On vend effectivement une part très significative auprès de la restauration qu'on a à cœur de maintenir d'ailleurs, parce que c'est grâce à eux qu'on a développé notre gamme, parce qu'ils sont aussi sensibles à des produits originaux. Ils sont très sensibles à la qualité organoleptique. Et donc si on a un début de dérive en termes de qualité sur nos produits, ils sauront nous le dire de manière très rapide. Alors que ce n'est pas toujours le cas dans un circuit de revente qui est moins direct, je dirais. Merci beaucoup. Je vais du coup donner la parole à Laure-Hélène justement sur là on est dans votre cas, on est justement comment vous arrivez à communiquer justement sur le bio dans justement un univers où la clé d'entrée est plus locale et comment la perception du consommateur évolue. Est-ce que ça vient par le local, ça va vers le bio et petit à petit le bio arrive ou c'est l'inverse? Quelles sont les perceptions qu'on pourrait avoir et peut-être qu'on peut se tromper, donc je vais avoir votre perception là-dessus. Je pense qu'au début c'était vraiment un pari qui a été fait de mélanger du bio et du local. Avec la volonté de départ, c'était vraiment par le biais du local d'amener les gens au bio. Ce qui s'est passé au début, à l'ouverture, on a eu le sentiment qu'il y a une partie de notre clientèle qui était... il y avait une certaine confusion dans la clientèle, une partie de clientèle qui était attirée par le local et qui du coup se promenait dans les rayons d'épicerie bio en trouvant les produits un peu chers. Donc on a eu ces retours-là au début parce qu'ils n'étaient pas du tout habitués à acheter des produits bio. Et du coup avec le tissu qui va avec pour certains produits, pas pour tous. Et après on a aussi eu cette clientèle bio vraiment hyper convaincue qui ne mangeait que du bio et local si possible, mais vraiment que du bio. Et qu'il a fallu convaincre que les produits locaux qu'on proposait et que nos producteurs associés proposaient étaient vraiment des produits de qualité aussi et qui pouvaient très bien être équivalents à des produits bio. Et voire, je prends l'exemple des œufs, on a fait le choix d'avoir une productrice qui vend des œufs en agriculture paysanne et qui ne sont pas certifiés bio. Ça, c'est des heures passées à discuter avec des clients pour leur parler du travail de notre productrice. Et donc ça, c'était aussi des barrières qu'on a dû franchir. Et aujourd'hui, donc certainement, il y a des clients qui ne sont pas revenus parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte dans le magasin. Par contre, aujourd'hui, on a vraiment une clientèle qui est fidèle et qui vient chercher chez nous, je pense, la proximité avec les producteurs, la transparence. Donc il y a vraiment c'est pas mesurable. Je pense qu'il y a des clients qui étaient là d'abord pour le local, qui sont passés au bio. Ça, on le voit parce qu'au début, ils venaient vraiment acheter que des produits frais. Et maintenant, ils achètent de plus en plus de produits d'épicerie. Il faut leur complément de gamme, d'achat de la semaine à l'épicerie.
Et il y a aussi des producteurs, des clients qui étaient là pour le bio, qui achètent de plus en plus à nos producteurs parce que maintenant ils leur font confiance. Et il y a vraiment une relation de proximité qui s'est installée. Et avec les producteurs, parce que les producteurs sont là en magasin tous les jours, et donc ils peuvent leur parler, voilà. Avec nous aussi l'épicerie, puisque on est là sur tous les horaires d'ouverture, on connaît très bien nos producteurs, on est capable de parler de leur production et de leurs produits. Et puis il y a aussi cette recherche de proximité avec nous, l'épicerie, puisqu'on est là aussi pour leur proposer les produits qui manquent. Et je pense que la clé dans ce mélange de bio et local, c'est ça, c'est la communication, la confiance, la transparence et les échanges qu'on peut avoir avec nos clients. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas mesurable, mais il y a une vraie synergie qui s'est créée. Et les clients viennent, on a beaucoup de bouche à oreille, et c'est ça qui a vraiment fait décoller la clientèle de notre magasin. Et voilà, aujourd'hui, je pense que le pari est réussi, même si ça a été, on a eu peut-être quelques doutes au départ. Merci. Du coup, je vais rebasculer sur Lionel, justement, dans un modèle où justement là où on a que du bio. Donc, comment on communique sur le local quand il n'y a que du bio, justement à l'inverse. Et voir quelles sont les problématiques que ça peut trouver, ou est-ce que justement c'est simple ou pas. Faire du local quand on fait que du bio, c'est plus simple que vous, je pense. On s'était posé la question, mais on était un peu pressé, donc on l'a pas fait, de mettre des producteurs, faire un magasin avec des producteurs implantés dans le magasin, éventuellement non bio, c'est un petit peu plus difficile. Mais je dirais que pour moi, le local, c'est vraiment ça véhicule une image. C'est pas totalement rationnel, hein. Pour moi, le consommateur n'est pas rationnel déjà. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, par exemple, c'est qu'on nous demande si on est une chaîne, donc ça veut dire qu'on n'est pas un supermarché quand on répond que non. La deuxième question, c'est est-ce que vous faites des produits locaux? Donc c'est un marqueur qui dit on sait être au contact et on est en interaction avec des gens du territoire, comme disait Bruno. Donc c'est un super vecteur d'image. Donc bon, après, si on raisonne, j'aime pas le terme image malgré tout parce que ça fait un peu artificiel. Parce qu'on peut faire des images avec n'importe quoi, on peut très bien pas faire grand chose, mais quand même communiquer dessus. Donc nous on essaye de faire, on surcommunique pas dessus non plus. C'est plus une communication dans le magasin. Voilà. Comme tout le monde, on fait des stop rayons. Enfin, voilà, il faut identifier le produit. Donc, c'est un peu difficile de trouver le produit face à l'ensemble de l'offre. Après, on communique sur les producteurs. Voilà, on fait des fiches producteurs, on fait des vidéos, on les met sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est vrai que c'est très bien ressenti. Il y a de la demande, il y a une attente là-dessus. Je suis d'accord, moi je me suis implanté en zone rurale où il n'y avait pas d'offre bio. Donc les gens sont venus parce qu'il y avait des bons produits et puis il y avait des producteurs du coin et puis finalement c'était bio. Donc c'est un peu le même cas que là. Donc on amène au bio malgré tout. Après on a d'autres clients qui... Je dirais que ça rassure, on l'a vu dans l'étude Isara, le bio et le local rassure. Moi je renouvelle l'intérêt du cahier des charges malgré tout. Moi je me sentais pas capable d'aller visiter la totalité de mes fournisseurs pour vérifier s'ils travaillaient proprement, conformément à ma propre vision du sujet. Je pense qu'on va pas réinventer l'eau chaude. Heureusement on a des cahiers des charges et notre métier c'est pas de s'assurer que le producteur produit proprement. Je veux dire, le cahier des charges doit le garantir. Après, on est quand même à l'écoute, on visite nos producteurs malgré tout, parce que ça crée une relation, on est dans l'humain, on est dans le réseau. Et on peut mieux en parler aux clients. Voilà, quand c'est du vécu, c'est important. Donc effectivement, je rejoins, il faut prendre du temps pour être en interaction, pour parler à chaque semaine, à chaque livraison, de voir ce qui se fait, de voir les difficultés. Voilà, c'est une vie de réseau au quotidien. Et quand c'est naturel, ça se fait tout seul, quoi. Alors, pour moi, ce qui est aussi un petit peu contradictoire en même temps, c'est que le local j'ai dit que ça véhiculait une bonne image, mais il ne fait pas forcément plus vendre.
c'est contradictoire, c'est-à-dire que ça rassure, mais après, quand il y a le choix entre un local et un non local, c'est pas forcément, j'ai dit un peu le contraire tout à l'heure, sur du produit vrac, oui, mais sur du produit transformé, c'est pas toujours le cas. Et donc, le consommateur, il a besoin aussi de beaux produits, c'est pas cohérent, hein. Si on a des choses moches, on les vend pas forcément bien. Et donc le local ne suffit pas. Voilà, donc moi je revendique aussi des efforts sur l'aspect visuel du produit, même s'il ne faut pas trop en faire. Mais voilà, c'est comme ça, le monde est ainsi fait. Voilà. Donc on n'a pas parlé du produit France. C'est une grande mode en ce moment, mais c'est un type de local finalement. Je ne sais pas si c'est un grand vecteur sur un produit transformé, mais sur un produit type fruits et légumes, on a plusieurs niveaux sur le fruit et légumes. On va avoir l'Espagne, l'Italie, le France et puis le local. Donc ça dépend de la saison, ça dépend de la date. Et du coup, le produit France est aussi un sujet. Donc nous, on joue sur tous les... Enfin, il y a tous les niveaux finalement consommateurs. Ben ouais, donc ça dépend du produit, mais... Donc voilà, mise en avant de ces produits, oui mais pas trop, enfin je veux dire, souvent quand on n'en fait pas beaucoup, on communique beaucoup, donc moi mon approche c'est plutôt de faire, puis après ça suit. En même temps avec 15%, on doit commencer à le voir en magasin aussi. Oui, ça se voit, après je trouve qu'il n'y en a pas assez, mais ça se voit, ouais. Voilà. On va donner du coup la parole à Christine Viron, donc de la BDC, et donc justement pour revenir justement sur vous, peut-être d'une manière de toucher le consommateur finalement, qui est en s'adressant aux collectivités, justement c'est finalement les futurs consommateurs de demain qui apprennent à consommer aussi différemment, et justement ce vecteur et comment on communique et comment toucher au-delà de ce qui est servi à l'assiette, qu'ils comprennent aussi. Alors effectivement, il y a le consommateur final, qu'on appelle souvent un convive en restauration. Mais c'est vrai que la complexité en fait de ce marché, c'est il y a pas mal d'interlocuteurs. Un consommateur qui pousse la porte d'un magasin bio, a priori, il est relativement convaincu. Bon, là, on voit que c'est déjà un peu plus complexe et des motivations différentes. Nous, une collectivité, la démarche, elle peut venir des parents, d'un élu, d'un gestionnaire, d'un chef. Et du coup, dans cette chaîne-là, il y en a qui sont convaincus, d'autres pas, il y en a qui sont plutôt pour le bio, d'autres pour le local, d'autres pour rien, qui veulent surtout qu'on les emmerde pas. Donc vous voyez, il y a une chaîne d'acteurs, et du coup, pour qu'un projet marche, c'est-à-dire que les gens ne fassent pas juste quelque chose parce qu'on leur a demandé, qu'ils arrêtent à la première occasion, il faut essayer de s'inscrire dans une démarche un peu systémique, où déjà on va essayer de comprendre justement dans cette chaîne d'acteurs les motivations et les freins de chacun, pour essayer d'y répondre justement. Alors souvent effectivement maintenant on nous dit local, peu importe c'est bio ou pas, du moment que c'est local, donc nous on fait tout un travail le plus patiemment possible, parce que c'est quand même assez répétitif, pour expliquer que c'est des enjeux différents et complémentaires et pourquoi on a fait ce choix, etc. Donc il faut prendre le temps de faire ça pour que les démarches elles soient un peu ancrées et pérennes. Et pour faire ça, on a aussi besoin de dispositifs, ça nous aide vraiment. Donc là, on travaille avec Comabio et le réseau local, donc la DABio. Moi, une des choses qui marche très très bien, c'est vraiment les formations, parce que le chef de cuisine, il est quand même assez déterminant, cette affaire. Tout le monde est important, mais le chef, s'il veut pas, il vous rate le plat et puis c'est terminé, parce que ça va très vite, quoi. Donc, du coup, ce qui marche très bien, c'est les formations où, en effet, moi j'ai fait des retournements de personnes, de chefs hostiles. Bon, l'homme avec un grand H est quand même assez conservateur à la base, mais le chef de cuisine, souvent il va rester, souvent c'est un hyper créatif, souvent en restauration collective, ils ont leur schéma, leur menu, bon c'est compliqué de faire à manger pour 500 ou 1000 personnes, donc du coup ils n'aiment pas trop changer. Donc du coup pour débloquer les situations, ce qui marche bien c'est effectivement les formations à DABio, de les sortir de leur cuisine, de les mettre avec des pairs, où on va les amener à visiter donc une exploitation bio pour qu'ils comprennent la réalité, ce que ça veut dire sur le terrain. Donc ils sont un peu hors sol, donc les réancrer un petit peu dans la terre. Et puis ensuite avec
un chef de cuisine, leur faire toucher du doigt les produits, les différences qu'il peut y avoir. Je dirais un sucre complet par rapport à un sucre blanc, enfin il y a des tas. Voilà. Et du coup, de travailler aussi les produits et de les remettre dans une dynamique de créativité. Et là, alors là, ça fait vraiment une différence. Enfin, ça marche pas dans 100% des cas, mais il y a des gens qui sont biosceptiques, voire bio-hostiles à l'entrée de la formation et qui repartent avec l'envie de faire quelque chose. Donc il faut ce temps, ces démarches-là, pour enclencher le changement. Et après, il y a effectivement le consommateur final. Alors, entre les deux, on en a parlé tout à l'heure, j'avais zappé, il y a aussi quand même des gens qui sont souvent négligés, mais qui peuvent être très importants, c'est le personnel de service. Parce que l'enfant, on dit souvent qu'il faut lui présenter 5 fois un nouvel aliment pour qu'il l'accepte. Quand on est sur des produits bio locaux, le yaourt fermier ne va pas du tout être le même qu'un yaourt très industriel, avec des agents texturants, toujours, enfin voilà, avec aussi peut-être des arômes, etc. Donc, du coup, si le personnel de service est hostile à la démarche, ça va pas marcher, l'enfant il va pas le manger. Donc voilà, donc faut essayer aussi d'impliquer ces personnes-là dans la démarche. Et puis effectivement, après il y a le convive, donc nous à 80% des enfants, il y a aussi des adultes sur la restauration d'entreprise, où là en effet, là c'est des actions de sensibilisation, la présence de producteurs, des petits flyers, enfin voilà, là il y a tout un tas d'outils qu'on peut utiliser, et en effet on prépare la génération d'après, parce que il y a, alors l'avantage de la restauration collective, c'est qu'on touche un public socialement diversifié, il y a tout le monde, y compris des gens qui ne mangent pas du tout bio chez eux, et dont les parents sont complètement perdu un peu pour la cause, quoi. Donc du coup c'est l'enfant finalement qui, alors peut-être déjà dans sa famille là petit, va peut-être revenir à la maison, j'ai mangé des produits bio, j'ai découvert des choses comme ça, et puis on sème aussi des graines de changement pour l'avenir, quoi. Voilà. C'est une jolie manière de terminer.